compagnie, ils ont arrêté vachement. Relativement assez longtemps, oui. Je faisais d'autres choses avant, mais vraiment, les premières histoires que j'ai fait des trucs avant, 15 minutes avant. Les dédicaces, ça marche très très bien. Or ici on est au stand qui fait rêver tous les jeunes, peut-être les moins jeunes aussi, parce que ici c'est d'argot, on ne leur fait pas de publicité, mais qui n'a pas entendu parler de Bob Moran, qui n'a pas entendu parler de Michel Vaillant, de Johann et Pierre-Louis, et puis surtout des Schtroumpfs. Et pourtant il y a des auteurs plus récents, plus modernes, et vous venez d'en voir quelques-uns, qui sont en train de dédicacer leurs œuvres. C'est une excellente façon en tout cas de faire connaître la bande dessinée de nos jours, ici au Salon du Livre.
Frauenfeld. Oui, das muss. So, Thurgau ist das. Robinet, c'est là. Robinet.
va vous dire que nous sommes très axés sur la bande dessinée, mais ici nous sommes au stand qui présente alors le festival de la bande dessinée. Alors vous allez nous en parler un tout petit peu, Sierre 93. Tout à fait. Alors Sierre se déroulera donc notre festival du 13 au 16 juin, du 10 au 13 juin, pardon, excusez-moi. Cette année, l'axe principal sera basé sur l'Italie. Nous aurons plusieurs expositions qui seront sur un phénomène très en vogue maintenant en Italie. Ça s'appelle des fumetti, par exemple, qui vendent des quantités industrielles de livres. 2 ou 3 autres expositions beaucoup plus importantes, celles-là, qui seront dans différents périmètres du festival. En plus de ces expositions, il y aura bien entendu toujours les mêmes grandes maisons d'édition qui vendront elles-mêmes des bandes dessinées avec dédicaces, etc. Il y aura des dessinateurs, auteurs, etc. qui seront présents. Malheureusement, je ne peux pas vous dire encore des noms maintenant, mais en principe, les plus grands seront là. Il y aura une rétrospective un petit peu de l'œuvre de Rosinski sur la bande dessinée Torgal. Ce sera aussi un des musts un peu du festival. Rosinski d'ailleurs habite Sierre depuis quelques années maintenant. Alors il est sur place. Tout à fait. Il est venu, je ne sais plus en quelle année, sauf erreur, en 88, je crois, quand la Pologne était notre trône d'honneur. Et il s'est plu à Sierre, il est resté, sa famille aussi. En plus du festival lui-même, il y aura une animation dans l'enceinte du festival. Donc il y aura une rue piétonne qui sera animée par des spectacles de rue, concerts. Il y aura un concours de spectacles de rue avec des mimes, des clowns, je ne sais pas, tous les genres sont admis. En plus, une chose aussi qui se déroule maintenant depuis plusieurs années, nous avons un concours, c'est plutôt une course de trottinettes qui dure sur 24 heures, dans la nuit de samedi à dimanche, depuis 14h samedi jusqu'à 14h dimanche. Il y a des équipes qui viennent de plusieurs pays. On a eu des ex-russes ou URSS, je ne sais pas comment les appeler. Cette année, il y aura de nouveau une grande quantité d'équipes qui sont inscrites. Puis voilà, c'est un petit peu le principe du festival. Bande dessinée, ambiance, le soleil, j'espère, qui est notre emblème de Sierre. Oui, le soleil de Sierre est très très connu évidemment. Alors vous présentez une bande dessinée ici, je vois, qui s'appelle Le Chemin des Utopies. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Alors ce n'est pas une bande dessinée en soi, c'est une... C'est en fait, oui, c'est un ouvrage. Un ouvrage qui avait été fait dans le cadre du 700e, donc qui avait été fait, donc c'est un livre de différentes choses, de toutes les personnes qui avaient exposé différents dessinateurs. Et on a un petit stock qui nous est resté, alors on profite un peu de... C'est à mi-chemin entre la bande dessinée et puis l'ouvrage un peu de référence avec des photos, avec des textes. Tout à fait, c'était le... Qui voulait présenter une autre façon de montrer un peu le 700e. Tout à fait, alors c'était une série de dessinateurs suisses qui avaient exposé dans une construction qui était assez amusante. C'était une coccinelle gigantesque avec un dédale de cheminement de différentes pièces construites, aménagées par les dessinateurs. Et puis c'était la brochure un peu référence effectivement de l'exposition. Alors quelle est la place des dessinateurs suisses dans le monde c'est quand même un monde assez fermé de la bande dessinée internationale? Suisse, il y en a quand même passablement, notamment De Rib qui a fait une bande dessinée assez connue maintenant, une promotion, tout le concept d'une promotion, c'est comment dit-on, un système de prévoyance un petit peu contre le sida, etc. Joe, 2 ou 3 autres. La bande de Joe. Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs autres d'origine suisse, quand même passablement, ça commence à se développer. Est-ce que c'est le Festival de Sierre qui a une bonne influence? Je ne sais pas, j'en doute un petit peu quand même, mais comme c'est quand même francophone spécifiquement la BD de plus en plus, les romans s'intègrent un petit peu. Alors on se donne rendez-vous au Festival de Sierre. J'espère, si vous avez l'occasion de revenir, peut-être des bienvenus. Je rappelle, 10 au 13 juin cette fois-ci, sans me tromper. Parfait. C'est parfait, merci. Merci.
Alors je suis ici au stand des arts graphiques avec Jean-François Conrad. Et Jean-François Conrad, bonsoir. Bien, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Serrer la main C'est avant vrai. de parler d'art graphique. Un membre de Canal 29 Tout à fait. qui est bien placé aussi dans les arts graphiques. Alors j'ai une question à te poser. L'apprentissage, comment se passe un apprentissage dans les arts graphiques à l'heure actuelle? Alors, l'apprentissage dure en général pour les diverses professions de l'industrie graphique entre 3 et 4 ans. Je dirais plutôt entre 4 et 3 ans parce qu'il y a une seule profession qu'à 3 ans. Il y a beaucoup de professions, notamment les typographes, les imprimeurs à 4 ans et d'autres professions qui sont à 3 ans, notamment les monteurs offset. Malheureusement, ce sont des professions qui vont très prochainement s'intégrer à d'autres professions. Alors, tu as cité le nom de l'offset, le nom de l'héliogravure, enfin, il y a plusieurs vraiment métiers dans l'imprimerie, dans les arts graphiques. Oui, il y a plusieurs métiers, effectivement. Il y en a beaucoup moins qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, parce que tu as parlé tout à l'heure d'héliogravure. L'héliogravure, malheureusement, en Suisse romande, est un procédé qui a disparu parce que notre potentiel de production est trop limité. L'héliogravure est destinée à des pays, si je prends des pays francophones, comme la France, qui tirent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Or, lorsqu'on connaît le potentiel économique de la Suisse, on se rend compte qu'il est très difficile d'atteindre ces chiffres. Et sur le point de vue économique, qu'est-ce que donne maintenant l'imprimerie? Alors, l'imprimerie, les arts graphiques, on va tout regrouper. Exactement, on regroupe tout en même temps. Je dirais tout simplement qu'on n'est ni meilleur, ni plus mauvais que l'industrie, ni meilleur, ni plus mauvais que le commerce, ni meilleur, ni plus mauvais que les banques ou le tertiaire. Donc, on n'est pas bon. Alors, j'ai juste une dernière question. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'ici, sur ce stand, viendrait un magicien. On va le filmer un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Alors, tout d'abord, je ne pense pas qu'il va vous présenter ce qu'on a réalisé ici sur le stand. Ça, c'est la première des choses, parce que lui, encore, il a des astuces, nous, on n'a pas d'astuces, on dépend de notre clientèle. Mais dans le cadre du Salon du Livre, nous réalisons ici tous les jours à peu près 15 à 20 000 programmes, des manifestations de la journée, suivant les différents types de production, les signatures. Ensuite, on a également les animations, les débats. Oui. Voilà. Et puis, d'autre part, nous réalisons pour les jeunes, parce que le but, c'est quand même d'inciter les jeunes à essayer d'assumer l'avenir. On imprime quelque chose qui va sûrement leur faire beaucoup plaisir. C'est un poster, je dirais, pour arriver à joindre le plus vite possible l'an 2000. Alors, c'est parfait. Jean-François, je te remercie de ce petit interview et à tout à l'heure avec le magicien. Merci. Non? Non.
contrôleur d'aérodrome a donné à l'équipage l'autorisation de décoller. Alors ici, le stand Gallo Diffusion, Monsieur Butet, vous avez fondé quelque chose qui s'appelle le VDE Gallo Diffusion. Vous pouvez nous en dire quelques mots de plus? Volontiers, mais oui. C'est une entreprise qui est née un petit peu par hasard. Mon frère André avait construit un enregistreur avec lequel nous avons enregistré un jeune groupe de chanteurs de grues spiritueuses et un organiste. Et puis ça a donné un premier disque et ça a fait ensuite boule de neige. Et sous le nom de Voix dans l'église, nous avons lancé un concours de chansons d'inspiration chrétienne qui nous a valu 33 chansons inédites. Et puis nous avons ainsi continué ensuite avec la musique classique et avec d'autres enregistrements. Maintenant, nous sommes environ à 1000 parutions. Et d'ailleurs, Voix dans l'église est un des titres que l'on trouve dans votre catalogue. Voilà, c'était un disque un petit peu récapitulatif pour le 20e anniversaire. Et alors, vous êtes spécialisé dans un domaine qui est assez rarissime, parce que bon, je le connais fort bien pour avoir quasiment la collection complète, c'est les orgues historiques en Suisse. Oui, oui, il y a de magnifiques instruments. Et grâce à Guy Beauvais, qui est vraiment un spécialiste de ces instruments qui a été joué un peu partout, nous avons pu amorcer une très belle collection qui s'est poursuivie d'ailleurs aussi avec des orgues espagnols et également du Mexique. Il y a d'ailleurs des enregistrements très très particuliers dans les orgues du Mexique qui sont assez étonnants. Oui, avec des sonorités alors vraiment qu'on ne trouve pas du tout chez nous. Et chaque fois, les œuvres sont très bien adaptées aux instruments. Et alors en fait, le club suisse du disque comme ça, en fait, Gallo Diffusion, vous êtes doublé d'une sorte, on pourrait dire, d'organisme un peu de bienfaisance. Dans le sens que la diffusion est assurée par, je crois, des institutions. Alors, malheureusement, plus maintenant. Nous avons travaillé plusieurs années avec la Fondation des Oliviers, mais cette diffusion allait très bien pour permettre à des personnes pensionnaires de la Fondation de se remettre à un travail professionnel, mais c'était devenu trop lourd pour les cadres parce qu'il fallait vraiment une personne qui soit très très bien au courant, vu que c'est un travail tout à fait spécialisé. Alors ils ont dû prendre la décision de renoncer après quelques années. Et alors, quelles sont les nouveautés que présente maintenant Gallo Diffusion? Alors, nous avons des nouveautés dans plusieurs genres, aussi bien en musique ethnographique, c'est une très belle collection réalisée avec le musée d'ethnographie de Genève et Laurent Aubert en particulier. En nouveauté, il y a le disque d'Afghanistan, Asie centrale, Zaïre et Cambodge qui sont parus depuis l'année passée. Également des disques de musique orchestrale avec un très beau disque Franck Martin, avec le premier d'une série de musiciens de Lucerne, ici, avec le Festival Strings Lucerne. Ce sont des compositeurs de la région lucernoise. Et puis nous continuons nos productions avec René Gerber, qui est un compositeur très intéressant vraiment et que je souhaite beaucoup qu'on puisse découvrir davantage. Là, nous avons plusieurs disques en préparation. Parce que vous avez une spécialité aussi, c'est d'essayer de faire découvrir les auteurs suisses. Voilà, exactement. Alors, que ce soit René Gerber pour Neuchâtel, que ce soit Bernard Reichel pour Genève et Vaud, malheureusement il est décédé récemment, Marc Briquet aussi pour Genève, que ce soit encore Jean Detwiller pour le Valais et plusieurs autres pour la Suisse alémanique, Hans Schäuble et d'autres. Nous essayons parce que nous avons vraiment des compositeurs de grande valeur chez nous et c'est dommage que nous ne les connaissions pas mieux. Et alors à Genève, il y a un disque qui a fait un tabac, c'était à l'occasion des Ponts de Saint-Gervais, que vous aviez également produit et qui était l'orgue des Baillets, qui était consacré en fait au Pont de Saint-Gervais. Oui, exactement, qui est un très beau disque. Et qui s'est beaucoup vendu, je crois. Il s'est bien vendu, alors spécialement bien sûr sur Genève, peut-être un peu moins à l'étranger. Et puis parfois c'est le contraire. Alors certains disques se vendent très peu ici et puis c'est aux États-Unis ou en Allemagne ou en France qu'on les découvre. Des perspectives d'avenir prochainement, de nouvelles découvertes? Oui, alors un petit peu dans tous les domaines, que ce soit en musique de chambre, en collaboration avec le Cameron Ensemble de Paris par exemple, dirigé par Armin Jordan, l'école de Paris, Tanzmann, Martinou, Arsani, que ce soit donc la collection aussi de compositeurs suisses, là où il y a plusieurs projets. Et puis également en musique religieuse, on a plusieurs choses, enfin, que ce soit aussi en texte, la voix de Philippe Zeissig par exemple qui a paru récemment, des contes avec Alix Noble, ou bien une série de textes d'écrivains de chez nous.
De la musique un peu plus moderne aussi, éventuellement? Oui, oui, avec un groupe, je vais vous montrer le disque. Qui est... Voilà, c'est le disque qui vient de paraître, style 60, alors il est arrivé avant-hier. C'est un groupe de Genève qui fait revivre le style des années 60 parce qu'eux-mêmes y ont participé à ce moment-là. Et puis ici, c'est le rêve d'un musicien roumain qui était un fan des Lecuona Common Boys et qui a réussi à préparer à Bucarest un enregistrement des grands succès de ce groupe cubain. Et qui s'appelle Corneliu Popescu. Corneliu Popescu est un arrangeur qui a été mandaté par Konstantin Pavlovski, qui lui avait ce projet en tête. C'est superbe. Oui. Eh ben alors c'est parfait. Merci beaucoup. Merci bien. Maintenant, je suis avec monsieur Victor Ebner. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et vous êtes le champion de la formation par les langues. Le champion, c'est un grand mot. J'ai développé des cours de langue il y a de cela maintenant 10 ans. Ces cours ont connu un succès qu'il faut reconnaître, mais surtout parce que sur le plan de l'audiovisuel, on avait exploité l'image de manière tout à fait attractive et que les télévisions ont eu envie de reprendre ces cours qui, au-delà de la simple formation, ont permis à plusieurs millions de téléspectateurs de connaître l'initiation de l'anglais, de l'allemand, du français et de l'espagnol. Et maintenant, on est en train de préparer des cours d'italien, de portugais, toujours sur la base de la même structure, avec ce personnage Victor. Le petit personnage télévisuel. Voilà, qui fut le succès de ces émissions. Pourquoi? Parce que le personnage Victor se situe dans un cadre agréable. Il est à la fois le complice de l'étudiant et à la fois un peu le professeur, bien que lui-même soit guidé par une voix qui est une voix un peu caverneuse, une voix qu'on appelle en langage courant une voix off. Pardonnez-moi l'expression purement anglaise. Et cette relation qui existe entre le téléspectateur lui donne une complicité qui permet à l'étudiant de mieux saisir l'intérêt des langues. Voilà, Victor, le petit Victor a donné le goût des langues à peu près combien de milliers ou de millions de personnes? Alors, on peut parler de plusieurs millions de téléspectateurs parce que la Chine populaire a adopté notre programme depuis le mois de janvier de cette année. Nous avions signé des accords avec la Chine en novembre et à l'heure actuelle, on a vendu plus de 400 000 livres sur le territoire de la Chine populaire. C'est énorme quand même. Et ça demande un engouement pour apprendre les langues. Voilà, nous étions en concurrence avec des leaders dans le domaine de la production audiovisuelle, comme des chaînes redoutables en provenance d'Angleterre, je ne vais pas nommer évidemment. Mais ce qui a fait la différence, c'est précisément le fait que nos programmes ne sont pas seulement un programme audiovisuel ou des programmes audiovisuels, ce sont d'abord des cours de formation. Voilà. Et justement, vous avez quel genre de formation? Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez des livres, vous avez des cassettes aussi. Oui, oui, bien sûr. Nous avons d'abord des concepts images qui sont reliés par le biais de livres que, par exemple, vous pouvez regarder ici. Ces livres sont volontairement d'un format adéquat, c'est-à-dire un format A4 qui permet à l'utilisateur d'être sécurisé par une typo qui est beaucoup plus facile à lire. Et parallèlement, il y a des exercices autocorrectifs qui non seulement sont très précis, mais permettent à l'interlocuteur
tricher un petit peu, ce qui est nécessaire, parce qu'en trichant, il a la possibilité de mieux comprendre les règles abordées. Voilà, et puis de se rattraper par la suite. De se rattraper par la suite avec l'image, voilà. Bien sûr. Alors, Monsieur Victor Ebner, je vous Merci, remercie. très aimable à vous. Et à bientôt, peut-être bientôt. le prochain Salon du Livre. Merci beaucoup. Collection d'art, et oui, pourquoi pas, dans un salon du livre, essayer d'allier également l'art de la vue, l'esprit, avec celle de la lecture. Ici, des sculptures qui ne sont pas de n'importe qui, puisque d'un architecte extrêmement connu, Josip Bofill, l'architecte espagnol, qui a notamment fait un certain nombre d'œuvres du côté de Montpellier, et que l'on peut voir donc en France voisine, mais surtout un artiste, un sculpteur, un designer, pour parler en français, et quelques formes un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors il y a un Paso Doble, il y a un Adieu Atlantis, il y a différentes sculptures qui sont des originaux signés de Josip Bofill.
Les auditeurs assidus de Radio Boom et puis accessoirement les téléspectateurs de Canal 29 connaissent en tout cas la voix de Jacques Danois. Bonjour. Bonsoir. Et ici, vous êtes ici sur le stand parce que vous présentez vos contes de Noël, c'est oui, ça? Ce sont des contes de Noël un peu différents de ceux qui évoquent Noël. Parce qu'en fait, ce sont des contes de Noël qui ont lieu dans les pays où il n'y a pas de cheminée. D'où le titre d'ailleurs de votre livre, et pourtant il ne neige pas. Voilà. En plus de ça, les enfants qui se trouvent dans ces histoires de Noël, peut-être n'ont pas la même résonance des Noëls que nous connaissons, nous, justement, avec ou sans neige. Alors je suppose que ces contes de Noël ne sont pas nés par hasard, ils sont nés au long d'une longue carrière. Oui, ce sont des contes de Noël que j'ai eu l'occasion de vivre, si j'ose dire, avec les enfants que j'évoque dans ce livre, principalement en Afrique, tout au moins ceux que j'ai réunis dans ce bouquin-ci, ça se passe en Afrique. Et ce sont tous des enfants, toutes les histoires sont vraies. Toutes les histoires sont vraies, sont notamment réduites à une certaine... parce qu'il s'agit de leur vie entière. Et ce sont des témoignages plus que des contes. Comment est-ce qu'on vit cette fête que l'on appelle pour nous Noël, qui est en fait dans nos mondes civilisés vraiment une débauche, si j'ose dire, de moyens, de lumière dans tout ça. Comment est-ce qu'on vit ça dans les pays africains? Dans les pays africains, l'autre jour d'ailleurs, quelqu'un me demandait est-ce que c'est un livre contenant des histoires religieuses. J'ai dit non, ce n'est pas un livre religieux, mais c'est un livre sacré. Parce que pour les Africains, tout est sacré. Même s'ils sont d'une religion ou d'une autre religion, quoi qu'il en soit, ils sont animistes et pour eux, tout a un esprit, un objet, un animal, etc. Ce qui fait que, bien entendu, pour la plupart des enfants dont je raconte l'histoire ici, il n'est pas question de Noël, il n'est pas question de la fête du Christ, mais je crois que c'est à un moment de l'année, il y a quelque chose qui se passe pour les enfants, en bien, en mal, en drame, etc. Et dans ce cas-ci, justement, la plupart des histoires sont plus ou moins tristes, mais cela montre bien que Noël est un peu comme le temps. Quand on échappe à la planète, le temps n'existe plus. Quand on échappe à nos pays, peut-être que Noël n'existe plus non plus. Elles sont tristes, mais elles ont toutes en général un message qu'on pourrait appeler un message d'espoir, ou tout au moins qui permet d'aller au-delà. Oui, parce que je ne crois pas qu'on puisse travailler avec ou pour des enfants si on n'est pas plein d'espérance, parce qu'eux le sont. Et puis je n'aime plus beaucoup finalement le mot enfant, parce qu'au fond ce sont des êtres humains à l'état neuf, plutôt que des enfants. Je crois que quand on dit enfant, on fait une sorte de ségrégation entre les adultes et les autres. Ce sont de futurs adultes, ce sont des êtres humains. Alors je crois que malheureusement, ils connaissent la souffrance plus tôt qu'il ne faut, et que c'est ça qui en fait justement de vrais êtres humains. Alors c'est un livre qui raconte des histoires d'enfants, mais on pourrait peut-être dire que c'est aussi un livre qui ne s'adresse pas seulement qu'aux enfants et que les parents auraient tout bénéfice à lire ce livre. C'est très vrai. Souvent, on croit que les contes de Noël n'ont comme public que l'enfant. Je crois justement que ce genre de contes-là, ces témoignages-là sur la vie des enfants quelque part dans le monde, sont destinés à tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas véritablement une différence entre les enfants et les adultes. Alors un œil un peu différent, un œil nouveau, Jacques Danois. Pourtant, il ne neige pas. Je crois que c'est un excellent cadeau. On peut déjà penser à faire des cadeaux pour Noël. Et puis pourquoi pas, c'est la fête des mères. C'est peut-être un bon moment pour faire un cadeau à la fête des mères. Exact. Encore que lorsque cette émission sera diffusée, la fête des mères sera passée en Suisse, mais elle sera encore devant nous en France. Il y aura la fête des pères. Il y aura la fête des pères. Et puis il y a toujours une occasion de faire un cadeau à quelqu'un. Ce serait une excellente idée. Merci. Ça se voit à l'œil.